Je m'appelle Ilyes Zemmoura. J'ai commencé mon internat en 2005. Voilà, donc je suis neurochirurgien depuis 2011. Alors depuis le début de mes études, j'ai commencé mes études de médecine en 1999, ici à Tours. Donc ma première année, c'était la P1 à l'époque. Ensuite j'ai passé mes 6 années d'études de médecine ici, le CN en 2005. J'ai été interne en neurochirurgie à Tours. Et j'ai fait pendant mon internat de neurochirurgie une année de Master 2. Donc ça a fait 6 ans d'internat au total. Pendant ces années d'internat, j'ai fait quelques périodes en dehors de la neurochirurgie. À l'époque, c'était pas forcément obligatoire, mais déjà fortement recommandé, beaucoup plus que maintenant, d'aller voir ailleurs. Maintenant, ça se fait plus trop en neurochirurgie. Mais donc j'ai été faire un semestre en neurologie adulte, un semestre en chirurgie plastique et maxillofaciale à Orléans et un semestre en échange interrégional à Rennes en neurochirurgie. Ensuite, mon Master 2, je l'ai fait ici, sous la supervision des professeurs Destrieux, principalement et Velut, où j'ai travaillé sur l'anatomie de la substance blanche cérébrale, ce qui m'a permis ensuite de m'orienter, justement de continuer de travailler sur ce domaine pendant mon clinica, ce qui m'a permis aussi d'orienter ma pratique clinique vers la neuro-oncologie, puisqu'il y a un lien assez important entre la connaissance de la connectivité cérébrale et la chirurgie des tumeurs intracérébrales, ce qui m'a aussi mené forcément à la pratique de la chirurgie éveillée et donc à faire pendant mes 4 années de clinica, parce que généralement en neurochirurgie on prolonge un petit peu tout, et notamment le clinica, donc 4 ans de clinica, dont une année à Montpellier, chez le professeur Dufaux, qui est la référence mondiale dans le domaine de la chirurgie éveillée des tumeurs du cerveau. Voilà, donc c'est là-bas que j'ai appris j'ai appris à Tours, puisque le professeur Velut et Destrieux en faisaient déjà. Mais j'ai vraiment appris plein de choses que j'ai pu ramener après cette année à Montpellier. Et donc maintenant, c'est moi qui m'occupe de cette activité. Donc ma spécialisation au sein de la neurochirurgie, c'est la neuro-oncologie, donc la chirurgie des tumeurs cérébrales et en particulier la chirurgie éveillée des tumeurs cérébrales. Voilà, donc ça m'a amené jusqu'en 2015 ou 2016. Ensuite, j'ai été nommé MCU-PH en 2016, puis PU-PH en 2020. Voilà, professeur de neurochirurgie, donc depuis moins d'1 an. À l'étranger, non. En fait, c'est quand on envisage une carrière universitaire, en effet, il est recommandé d'aller à l'étranger, faire ce qu'on appelle une mobilité internationale. Alors il se trouve que moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai été chez le professeur Dufaux, qui est une référence mondiale. Donc en fait, quand j'étais à Montpellier, j'étais quasiment le seul Français. Il y avait des Japonais, il y avait des Russes, il y avait plein de gens qui venaient du monde entier pour voir Monsieur Dufaux. Donc ça a compté comme une mobilité internationale en fait. Ouais. Après, j'ai fait plein de formations à l'étranger. Notamment en neurochirurgie, il y a des cours européens, donc c'est un cycle qui dure 4 ans, qui généralement se déroule dans la deuxième partie de l'internat. Et donc il y a plusieurs séminaires qui se font dans tous les pays de l'Europe, puisque c'est le format européen. Et donc j'ai été en Norvège, en Croatie, en Grèce, pour suivre des formations. J'ai aussi fait des formations à titre individuel sur des types de chirurgie un peu compliquées, la base du crâne, des choses comme ça, en Suède et en Espagne. Voilà. Mais c'était des formations très ponctuelles et j'ai pas fait plusieurs mois à l'étranger. Ouais, il y a plusieurs raisons. Bon, déjà, j'étais de Tours, donc je savais que l'équipe de neurochirurgie de Tours était une bonne équipe. J'avais eu la chance de commencer mon premier contact avec l'hôpital, mon stage infirmier en 2e année, c'était en neurochirurgie. Donc j'avais pas eu l'occasion d'y retourner après pendant mon externat, mais probablement que ça m'avait un peu marqué, puisque
j'ai décidé d'y retourner après. Et je connaissais, enfin voilà, j'avais eu des bons rapports avec le professeur François, que j'avais découvert à cette époque-là, Patrick François. Et puis même l'équipe infirmière, tout ça, je m'entendais bien avec eux, donc j'y suis retourné volontiers. Et mon choix s'est fait aussi parce que j'étais déjà en couple avec ma future épouse, qui est mon épouse maintenant. Et que forcément, avec notre rang de classement à l'ECN, on a dû faire un choix aussi un peu stratégique pour avoir tous les deux ce qu'on voulait. Alors maintenant, la maquette, elle est très simple, hein, c'est neurochirurgie. Voilà, pendant tout l'internat. Il n'y a pas du tout d'obligation de passer ailleurs. La seule recommandation qui est faite, c'est quand même, comme la neurochirurgie, c'est un peu particulier, qu'il n'y a pas de stage de périphérie. Dans notre région, en Centre-Val de Loire, il n'y a que Tours et Orléans qui ont un service de neurochirurgie, mais le service d'Orléans n'a pas l'agrément pour accueillir des internes. Donc finalement, il n'y a que Tours. C'est un peu la même situation dans toutes les autres régions où il n'y a que le CHU qui accueille les étudiants, enfin les internes de neurochirurgie. Et donc il est fortement recommandé d'aller faire un stage d'un semestre dans une autre faculté. Donc c'est pas obligatoire, mais généralement c'est quand même bien vu que l'interne est fait à la fin de son internat, soit un interchu, soit un échange dans une autre ville. Rien que pour voir comment ça peut se faire différemment, parce qu'on a tous nos petites habitudes, surtout en chirurgie. Je pense qu'on peut dire que c'est une spécialité donc, très chirurgicale. C'est pas médico-chirurgical comme peut l'être l'ORL ou la gynéco. C'est vraiment chirurgical. Donc il faut aimer le bloc. Mais comme toutes les activités chirurgicales, en fait, la vie d'un chirurgien, c'est pas 100% du temps au bloc opératoire. Classiquement, c'est une journée et demie au bloc opératoire, et le reste du temps en consultation, et quand on a une activité universitaire, pour soit faire de la recherche, soit faire de l'enseignement. Donc, bien évidemment, il n'y a pas de côté médical comme dans d'autres spécialités, mais ça ne veut pas dire 100% de temps au bloc opératoire. Il faut avoir pas mal de résistance, parce que c'est dur quand même, hein. Il y a des situations qui sont tragiques, donc il faut... Mais je ne sais pas si c'est plus que dans une autre spécialité. Après, c'est vrai que nous, quand on a des complications, c'est plus souvent que dans d'autres, une question de vie ou de mort. Mais c'est le lot de tout médecin finalement, hein. On est confronté à la mort régulièrement, peut-être un petit peu plus dans ma spécialité que dans d'autres, mais voilà, je dirais qu'il y a ça. C'est un peu fatigant, surtout l'internat, tout simplement parce qu'on n'est pas très nombreux sur la liste de garde quand on est interne de neurochirurgie et qu'on a donc régulièrement des gardes. La formation est longue, donc il ne faut pas être trop pressé. Il ne faut pas se dire qu'au bout de 2 années d'internat, on sera ultra compétent en tout. C'est une spécialité chirurgicale qu'on n'aborde pas trop pendant l'externat. Donc on apprend un nouveau métier quasiment quand on commence l'internat de neurochirurgie. Donc il faut être patient. Il faut quand même avoir un peu confiance en soi, parce que quand on commence à opérer un patient d'un problème potentiellement qui met en jeu le pronostic vital, il ne faut pas avoir trop peur de se planter, hein. Donc il faut avoir un minimum d'ego, être sûr de soi et connaître ses compétences, connaître ses limites bien évidemment, mais être sûr que ce qu'on fait c'est la bonne chose à faire, et donc pour ça demande quand même un minimum de confiance en soi. C'est une spécialité qui est assez variée. On peut faire de la chirurgie de la colonne vertébrale ou de la moelle épinière ou du cerveau, de la traumatologie, de la cancérologie, de la chirurgie vasculaire, du fonctionnel avec l'épilepsie, la douleur. Il y a plein de facettes différentes, et donc quand on commence la neurochirurgie, on ne sait pas forcément où le vent va nous mener, et on ne peut pas avoir une idée précise de quelle va être notre pratique quand on sera installé et qu'on aura fini notre formation, puisqu'il y a tellement de possibilités différentes. Donc ça, c'est assez sympa de commencer une spécialité en se disant
qu'il y a encore plein de champs de possibilités devant soi. Et c'est une spécialité qui va toucher des sujets jeunes et des sujets âgés, donc en fait à la consultation c'est quand même très varié. Ça n'empêche qu'on a quand même besoin d'une certaine routine pour être performant dans un domaine. Quand on est hyper spécialiste, on a besoin de voir et revoir toujours le même type de pathologie. Donc je ne vous dis pas qu'on découvre tous les jours un nouveau cas, quelque chose qu'on n'a jamais vu. Mais en tout cas, il n'y a pas trop de monotonie, je trouve, dans mon métier. Je vous l'ai déjà dit, moi ce que je trouve vraiment le plus intéressant, c'est allier le côté ultra technique et le côté humain. Je trouve que ces deux choses, ça prend du temps, mais c'est ce qui fait que le métier est intéressant et que les patients sont reconnaissants. Voilà. Les côtés négatifs, c'est quand même psychologiquement assez stressant. Et ça arrive quand même souvent qu'après une chirurgie qui s'est bien passée, mais où on sait qu'il peut encore y avoir des complications, on rentre chez soi et on n'est pas hyper serein. On appelle le soir pour prendre des nouvelles de notre patient. Et le lendemain matin, on ne sait pas trop s'il va être bien réveillé, s'il ne va pas y avoir un problème. Donc il faut apprendre à vivre avec ce stress. Et puis des fois, au contraire, les patients ne se rendent pas compte de ça. Et on a quand même pas mal de plaintes. Donc ça reste une spécialité où on est exposé au risque médico-légal. Et parfois, on ne comprend pas. Moi, j'ai eu des cas qui m'ont beaucoup marqué de plaintes de patients ou de familles de patients qui ne m'avaient jamais vu et qui, pour autant, se permettaient d'aller déposer des plaintes. Et ça fait un peu partie du quotidien des téléchirurgiens maintenant. On a appris à vivre avec ça, mais ça reste quand même un peu difficile. Voilà. Et puis il y a le côté fatigue, je vous dis, l'internat c'est quand même assez fatigant. Alors après, quand le rythme des gardes s'allège un peu, quand on est chirurgien senior, c'est un petit peu moins fatigant, mais il se trouve que ça va aussi avec le moment de la vie où on a des enfants, où les enfants ne font pas forcément toujours leur nuit, et donc on a toujours un moment où on est fatigué. Et, voilà, c'est pas le métier le plus reposant parmi les spécialités médicales qu'on peut choisir. Il y a la chirurgie du rachis. Après, il y a la chirurgie fonctionnelle. Donc, ce qu'on appelle fonctionnelle, c'est la chirurgie de la douleur, la chirurgie des mouvements anormaux, où on va implanter des électrodes dans le cerveau pour faire de la stimulation cérébrale profonde, ou la chirurgie de l'épilepsie, où on va enlever une petite zone du cortex cérébral. Et en même temps, il y a tout un côté d'exploration qui peut se faire au bloc, où on va implanter des électrodes d'électroencéphalogramme en stéréotaxie, donc avec un cadre qui permet de choisir l'implantation des électrodes. Donc tout ça, c'est une surspécialité qui est vraiment très spécifique. Après, il y a la neuro-oncologie, donc ma surspécialité, donc toutes les tumeurs cérébrales en général. Et surtout, quand on parle de neuro-oncologie, c'est surtout les tumeurs intracérébrales. Donc, quand on rentre dans le cerveau pour enlever une tumeur. Parce qu'il y a aussi toutes les tumeurs intracrâniennes extracérébrales. La plus connue, c'est le méningiome. C'est une tumeur qui peut comprimer le cerveau, c'est assez fréquent. Ça ne pose pas du tout les mêmes problèmes, ni technique chirurgicale, ni de pronostic et de prise en charge oncologique derrière. Donc c'est un peu différent. Après les autres spécialités, il y a la chirurgie de la base du crâne. Donc toutes les tumeurs qui vont infiltrer les os, qui peuvent mettre en jeu le pronostic, principalement des nerfs crâniens. Donc les nerfs de la vision, les nerfs de la déglutition, notamment. Vous avez la chirurgie vasculaire, donc anévrisme, malformation artério-veineuse, etc. Et je crois que j'ai fait. Alors, je ne peux pas faire de moyenne. Je peux vous dire les grands cas de figure. Vous avez les pathologies du rachis dégénératif. Donc c'est des patients qui ont une hernie discale, une sténose du canal lombaire
qu'on va suivre pendant plusieurs mois ou années après en fonction des douleurs résiduelles. Si la hernie discale est traitée, résolue, il n'y a pas besoin de suivi, on fait juste une consultation de contrôle quelques semaines après la chirurgie et le patient est guéri. Si c'est des pathologies plus complexes, il y a besoin d'un suivi un peu plus long. Ensuite, il y a les tumeurs cérébrales, comme je vous disais. Donc là, il y a les tumeurs cancéreuses qui vont nécessiter un suivi au long cours par les oncologues. Et donc là, il y a une coordination à avoir, un réseau à créer ou à construire avec les oncologues pour que justement ça se coordonne bien entre la prise en charge chirurgicale et la prise en charge de chimiothérapie et de radiothérapie. Il y a les tumeurs bénignes comme les méningiomes qui vont nécessiter un suivi très prolongé de l'imagerie pendant 10 à 15 ans. Donc on va les suivre en consultation en neurochirurgie avec des IRM pour nous assurer qu'il n'y a pas de récidive. Et puis ensuite vous avez les pathologies vasculaires qui nécessitent un suivi, on va dire, intermédiaire et en lien avec les neuroradiologues, puisque les neuroradiologues sont les autres spécialistes qui vont traiter les anévrismes, vous le savez peut-être, qui peuvent traiter les anévrismes par voie endovasculaire. Et donc le suivi se fait aussi en collaboration avec les neuroradiologues. Les questions éthiques, elles se posent assez régulièrement en neurochirurgie. Donc on a l'habitude de discuter entre nous. En fait, ce qui nous protège, c'est surtout le fait qu'on ait une équipe et qu'on a très facilement des discussions et donc une décision à prendre collégialement. Donc pour les tumeurs cérébrales, ça se passe en RCP avec les oncologues, les radiothérapeutes principalement, mais même en dehors de cas de tumeur, on peut avoir en urgence un patient qui arrive avec des antécédents lourds, des signes neurologiques de gravité, et on va décider à plusieurs de ce qui nous semble être la meilleure stratégie. Est-ce qu'on l'opère ou pas? Si on l'opère, qu'est-ce qu'on fait? Et puis si ça ne se passe pas bien, est-ce qu'on continue? Donc ça, ouais, c'est assez fréquent. C'est très très régulier, je ne peux pas vous dire tous les jours, mais toutes les semaines, on a au moins une discussion de cet ordre-là. Donc après, oui, ce qui nous protège des difficultés médico-légales, c'est le fait qu'on ne prend pas une décision tout seul dans son coin. Et même quand on est en pleine nuit et qu'on a un cas compliqué, on sait qu'on trouve toujours quelqu'un à appeler pour demander un avis et pour se conforter dans sa décision si c'est vraiment un cas très compliqué. Donc travailler en équipe, c'est très important. L'activité libérale, elle est en France. Ce n'est pas le cas du tout dans les autres pays, à ma connaissance, mais surtout et quasiment exclusivement la chirurgie du rachis, pour des problèmes médico-légaux principalement, parce que les assurances des neurochirurgiens libéraux ne leur autorisent pas de pratiquer des actes de chirurgie intracrânienne. En tout cas, et même au-delà de là, c'est des chirurgies ils n'ont pas le droit d'ouvrir la dure mère. Parce qu'il y a des risques de complications et des risques de nécessité de prise en charge en réanimation. Et les cliniques n'ont pas toute une réanimation adaptée. Et il y a aussi un problème de continuité des soins, donc il faut être une équipe assez conséquente pour pouvoir assurer une permanence des soins. Et donc ça, quand on est en clinique, en libéral, et qu'on n'est que 2 ou 3 neurochirurgiens, c'est un peu compliqué. Je ne veux pas dire que c'est la place principale, mais ça va être à 50-50 avec la famille, quoi. Voilà. Je suis en tant qu'hospitalo-universitaire, on ne peut pas être à mi-temps ou à temps partiel, donc je suis à temps plein. Donc ça veut dire tous les jours à l'hôpital, sauf les week-ends. Mais il y a des week-ends où on est à l'hôpital avec les gardes. Donc c'est une place importante. Je veux dire, on ne peut pas faire ce métier si on n'aime pas ça. La fréquence en moyenne actuellement, c'est pour moi 4 gardes par mois de neurochirurgie. Quand j'étais interne, c'était entre 6 et 8 gardes par mois.
en tant qu'interne, on est plus dérangé parce qu'on est en première ligne. Là, le rôle de l'interne, c'est aussi beaucoup de la régulation, parce que comme on est le seul centre de référence de toute la région, donc prenons l'exemple de Tours, on reçoit des appels de Bourges, de Châteauroux, d'Orléans, de Montargis, de Chartres, et donc toutes les urgences neurochirurgicales, jusqu'à preuve du contraire, se réfèrent à l'interne de neurochirurgie qui est en première ligne. Et donc l'interne régule et s'il a un doute sur la nécessité d'opérer ou la nécessité d'hospitaliser le patient ici au CHU, eh ben, nous on est sur place, on est à côté, donc ça lui permet d'avoir facilement accès à notre avis. Alors ça va commencer par une petite visite à l'USC en neurochirurgie. On a un secteur d'unité de surveillance continue USC qui fait un peu la jonction entre l'AREA et le secteur d'hospitalisation classique. On a une dizaine de patients et donc on passe les voir avec l'interne le matin à 8 h. Ensuite, c'est soit la consultation, soit le bloc opératoire. Soit la consultation va durer toute la journée et donc ça nous amène jusqu'à la soirée où le soir, tous les soirs, on a notre staff quotidien en équipe où on va revoir avec l'interne les dossiers compliqués qu'il a eu à gérer dans la journée et le programme opératoire du lendemain. Entrecoupé toute la journée d'éventuels avis par les collègues ou par l'interne, ou pas mal de paperasse aussi à signer, de courriers à corriger, de lettres de médecins, de correspondants auxquels il faut répondre, et de patients qui nous appellent pour nous demander des conseils, pour nous faire part de leurs angoisses. On essaie de les rassurer. Voilà. Et puis quand on est au bloc, finalement c'est un peu plus cool. Parce qu'on est au bloc, on peut moins facilement être dérangé. Ça nous demande beaucoup de concentration, hein, mais finalement c'est peut-être un petit peu plus reposant quand la chirurgie n'est pas trop compliquée. Mais voilà, une journée type ça va être ça. C'est assez rempli quand même.